Bienvenue dans la capsule, ici Christopher Lann, c'est le grand retour de la capsule. Pourquoi j'ai décidé de retourner à ce format? Parce que l'audio me manque, tout simplement. J'apprécie beaucoup de faire des podcasts audio, que ce soit avec la capsule, qui était plutôt des revues de presse, ou avec mon podcast audio Walden l'été dernier, qui s'est arrêté faute de temps, faute d'inspiration, mais néanmoins j'ai envie de me reconnecter avec ce format podcast audio. Ça va être un peu différent puisque là je ne vais vous donner aucune ligne directrice, aucun thème, hein, ce sera mon moyen d'expression tout simplement cette capsule sur ma chaîne YouTube. Donc on va parler bien évidemment d'histoire, de livres, de présentation de livres, de réflexion, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a vraiment pas de thème directeur comme ça pouvait être le cas avec Walden. L'autre changement, c'est que pour le moment, en attendant de voir si le format intéresse et si je m'y plie régulièrement, je vais laisser ça sur YouTube parce que c'est plus simple, tout simplement, c'est plus accessible et ça m'évite d'avoir à prendre un abonnement SoundCloud. Et SoundCloud qui est, je trouve, une plateforme qui n'est pas très adaptée, pas très agréable. Et en plus, quand on arrête de payer l'abonnement, il y a tout votre contenu qui disparaît plus ou moins, donc c'est assez énervant. Donc pour l'instant, la capsule est de retour sur YouTube. L'autre raison, c'est que j'en ai assez de faire des vidéos. Je vais continuer mes vidéos La Petite Histoire sur TV Liberté, évidemment, puisque c'est le format de l'émission qui l'exige. Mais pour ce qui est de ma chaîne YouTube, franchement, j'en ai assez de... C'est beaucoup trop de contraintes de faire des vidéos, surtout quand on n'a pas le matériel, un matériel de pointe avec un endroit aménagé en studio qui vous permet de faire ça facilement. Là, à chaque fois, je dois monter la lumière, faire attention au cadre, ensuite faire le montage, etc. L'audio, c'est quand même plus agréable, plus facile et plus intime, hein. On a un rapport plus intime avec les personnes qui vous écoutent. Et en plus, d'après les retours que j'avais eus à l'époque, les gens apprécient beaucoup mes formats audio. Donc c'est le retour de la capsule. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de thème défini. Vous connaîtrez les thèmes à chaque fois, à chaque épisode. Mais en l'occurrence, je vais faire quand même, avec cette capsule, pas mal de présentations, critiques de livres, puisqu'on m'envoie des livres en service de presse. Et ces livres sont de qualité, donc il faut bien que je vous en parle. Et donc c'est le sujet de ce premier épisode, puisque la Fondation Napoléon a eu le bon goût et surtout la gentillesse de m'envoyer le dernier tome de la correspondance générale de Napoléon Bonaparte. Alors je remercie pour ça la Fondation Napoléon et Thierry Lenz. Et je vais me faire un plaisir de vous en parler aujourd'hui. Alors là, comme je vous l'ai dit, c'est le 15e tome, hein, c'est-à-dire qu'il y en a eu... Ah, ça c'est des erreurs de débutants de l'audio, hein, le portable qui sonne. C'est le 15e tome, donc il y en a eu 14 auparavant. Ça fait des années et des années que la Fondation Napoléon fait un travail gigantesque pour réunir toute la correspondance qu'on peut trouver de Napoléon. Alors qu'est-ce que la correspondance de Napoléon? Eh bien, ce sont tout simplement les lettres qu'il a lui-même écrites, hein, ça c'est les plus rares, les lettres qu'il a signées, et le plus courant, ce sont les lettres qu'il a dictées dans son cabinet de travail. Alors ce ne sont pas uniquement des lettres, enfin c'est très peu de lettres avec du style, ou par exemple quand il écrivait à Joséphine en Italie, ou ce genre de lettres. Là c'est plutôt des missives, hein, des ordres envoyés aux quatre coins de l'Empire, et Napoléon était très actif dans la gestion de son empire, il était au centre de tout, et c'est ce qu'on constate à la lecture de cette correspondance. Donc là c'est le tome 15 de la correspondance générale, qui est consacré, qui s'appelle Les Chutes 1814-1821. Donc là, c'est vraiment la fin. 1814, c'est la fin, la campagne de France, et Napoléon qui est exilé à l'île d'Elbe. Ensuite, il revient pour les 100 jours, et puis c'est Waterloo, et il est envoyé à Sainte-Hélène. Donc cette correspondance concerne cette période, donc c'est le début de la fin pour Napoléon, et la fin ensuite. À cela est ajouté un supplément 1788-1813. Ce supplément, c'est toutes les lettres qu'on a retrouvées depuis, parce que je dis que ça fait des années que la Fondation Napoléon publie ces tomes, donc là on en est au 15e, mais depuis la publication du premier, il y a eu d'autres lettres retrouvées, et il y en aura sans doute bien d'autres, et c'est pour ça qu'ils l'ont ajouté à la fin. Donc là, c'est le tome 15e sur les chutes. Évidemment, c'est un gros pavé, hein, et les autres sont aussi un gros pavé. Combien on a de pages là à peu près?
On a plus de 1500 pages, hein. Donc je n'ai pas tout lu, hein. Là, j'ai lu le début, mais ça me permet déjà de vous en parler. Si je dois attendre d'avoir tout lu, puisque c'est pas une œuvre de littérature, hein, c'est pas quelque chose dans lequel on se plonge, quoique, mais si je dois attendre d'avoir tout fini, je vais vous en parler dans 20 ans, quoi, avec mon rythme de lecture à moi. Donc là, je vous en parle parce que j'ai commencé à le lire et j'ai été très surpris. C'est la première fois que je lis une correspondance de Napoléon. J'ai été très surpris parce que c'est très intéressant. J'avais la crainte que ce soit rébarbatif, que ce soit très technique et qu'on n'arrive absolument pas à se plonger dedans et que ce soit chiant. J'avais cette crainte. Et en fait, pas du tout. Alors bien sûr, il faut être un passionné de l'empereur, un passionné de Napoléon, sans doute, ou un historien, un passionné d'histoire pour apprécier ça, mais on se plonge très vite dedans, pas comme dans un roman, c'est totalement différent, mais si vous voulez, ce sont les lettres que l'empereur a écrites ou dictées ou signées au jour le jour, donc on plonge véritablement dans son quotidien, si vous voulez. Alors ce sont des lettres de toutes sortes, il envoie des lettres au trésorier général de la couronne pour lui dire de verser telle somme à tel personnage, on voit des lettres à son ministre de la guerre, des lettres à Berthier, des lettres à ses ambassadeurs, des lettres à ses préfets, c'est la gestion du royaume au jour le jour par l'empereur. Et on se prend très vite au jeu, hein, on se prend très vite au jeu. Napoléon, là on est en pleine préparation de la campagne de France, les Alliés sont aux portes, aux frontières de la France, prêts à envahir le pays. Napoléon dicte tout un tas de lettres pour dire tel régiment doit se déplacer ici, tel régiment doit se déplacer ici. Il a une connaissance absolument parfaite de la position de tous ces régiments, de tous leurs effectifs, de tout leur matériel. C'est absolument stupéfiant, c'est ce qu'il en ressort quand on lit ces lettres. Napoléon est au centre de tout, est au courant de tout. Il est omniscient, omnipotent au sein de son empire. Et c'est ça, c'est bluffant. Par exemple, on n'a pas les lettres qu'il reçoit, on a juste les réponses. Donc ça, parfois, il faut un peu, suivre. Mais on a quelqu'un qui lui demande s'il peut envoyer tel régiment dans telle ville pour qu'il aille se faire des selles de cheval. Et Napoléon répond non, non, il n'y a pas assez de sel là-bas, et puis il faudrait 2 mois pour la production, etc. Allez plutôt ici. Enfin, il a absolument une connaissance de tout, de tous les détails techniques, du foin pour nourrir les chevaux, des sels, des cartouches, des munitions. Il ordonne qu'on aille chercher des munitions dans les bateaux de sa marine pour les transporter à tel endroit. Il est vraiment au centre de tout. Donc pour vous donner quelques exemples, ce sont la plupart du temps, dans la majorité des cas, des missives assez classiques. Je vais juste vous donner un exemple comme ça, afin que vous situiez la chose. Là, c'est une lettre au général Clark, qui était son ministre de la guerre. Alors, Napoléon dit, enfin dicte pour le coup, Monsieur le duc de Feltre, l'ennemi n'ayant laissé que 7 à 800 hommes dans Genève, il faut tâcher de rentrer dans cette place. Réitérez à ce sujet vos ordres au duc de Castiglione. Aussitôt qu'on sera rentré à Genève, tout le corps de réserve se réunira sur ce point. On désarmera la garde nationale et on emploiera ses armes. On prendra en otage tous ceux qui ont formé le gouvernement provisoire et on les enverra en France. Enfin, l'on armera et l'on approvisionnera la ville. Le général Musnier y restera comme commandant et formera la garnison de 5 à 6 000 hommes. Donc voilà, ce sont des lettres de ce style au ministre de la guerre, au ministre des Affaires étrangères, à Colincourt, à Berthier, à certains généraux pour des promotions, au trésor de la couronne. Ce sont des lettres comme ça, des lettres de gestion de l'Empire, mais comme je vous l'ai dit, on se prend très vite au jeu. Et là, on se rend compte aussi que Napoléon a à chaque fois un coup d'avance sur tout. Par exemple, il ordonne à un régiment de se déplacer de Troyes vers Châlons. Ensuite, il vient prendre des nouvelles de ce régiment. Il se rend compte qu'il n'est pas arrivé à Châlons, qu'il est parti dans une autre direction. Alors on se prend à s'agacer avec lui, à se dire mais ce régiment il devait être là alors qu'il n'est pas là. Voilà, on se prend au jeu et très vite on entre dans son quotidien et on est littéralement aspiré. Donc je recommande ces correspondances à tous les passionnés d'histoire et les passionnés de Napoléon en particulier. Évidemment, il y a des lettres qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, cette lettre au général Colincourt, qui est le ministre des Relations extérieures, et qui est actuellement, à ce moment-là, il est au congrès de Châtillon, et c'est là qu'on est. Les Alliés sont déjà en train de statuer sur le sort de la France après la défaite à venir de Napoléon. Donc Colincourt est à ce congrès de Châtillon, et là Napoléon lui écrit pour prendre des nouvelles, et il fait quelques réflexions sur ce que veulent les Alliés, et particulièrement ce que veulent les Anglais. Et ce que veulent les Anglais, c'est que la France abandonne la rive gauche du Rhin. Alors je vous lis, c'est très intéressant. Donc Napoléon dit à Colincourt,
Je pense qu'il est douteux que les Alliés soient de bonne foi et que l'Angleterre veuille la paix. Moi, je la veux, mais solide, honorable. La France, sans ses limites naturelles, sans Ostende, sans Anvers, ne serait plus en rapport avec les autres États de l'Europe. Il faut tout écouter, tout observer. Il faut tâcher de connaître les vues des Alliés et me rendre compte jour par jour de ce que vous apprendrez afin de me mettre dans le cas de vous donner des instructions que je ne saurais sur quoi baser aujourd'hui. Veut-on réduire la France à ses anciennes limites? C'est l'avilir. Cet état des choses ne peut convenir qu'aux Bourbons. L'Angleterre sent bien que cette base n'est admissible qu'avec eux. On se trompe si l'on croit que les malheurs de la guerre puissent faire désirer à la nation une telle paix. Il n'est pas un cœur français qui n'en sentit l'opprobre au bout de 6 mois et qui ne la reprocha au gouvernement assez lâche pour la signer. Donc voilà, ce sont des lettres plus intéressantes puisque Napoléon fait part de ses vues sur ce que demandent les Alliés, sur les limites naturelles. Ça, c'est tout le problème qui est au cœur des guerres de l'Empire, des guerres de la coalition. C'est vraiment les limites naturelles de la France, la rive gauche du Rhin. Donc on tombe souvent sur des lettres de ce genre et pour les passionnés, eh bien c'est à recommander. Donc je vous recommande fortement pour les passionnés, encore une fois, la correspondance générale de Napoléon Bonaparte, éditée et publiée par la Fondation Napoléon, enfin non, publiée par la Fondation Napoléon et éditée chez Fayard. C'est en 15 tomes, ce sont des gros pavés, c'est vraiment réservé aux passionnés et aux amoureux d'histoire. Et si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas non pas à taper sur internet, puisque je vous ai mis le lien directement dans la description si vous souhaitez en savoir plus ou commander ces livres. Voilà, sur ce je vais vous laisser. En plus, ça m'intéresse d'autant plus que je suis passionné de Napoléon et que mon prochain cours en ligne que je suis en train de préparer est consacré à l'empereur. Il y a eu le premier sur Jeanne d'Arc, le second sur Clovis, le troisième sur Louis XIV, et là, à mon plus grand plaisir, j'ai décidé de m'attaquer à Napoléon pour mon prochain cours en ligne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore été jeter un œil à mes cours en ligne, le lien est également disponible dans la description. Il y en a 3 pour l'instant, et pour ceux qui auraient tout raté, il y a un coffret qui existe qui réunit ces 3 cours pour le prix de 2, donc c'est assez intéressant pour rattraper son retard. Tout est dans la description. J'espère que le retour de la capsule vous plaît, que cette petite présentation de livre vous a plu. Il y en aura bien d'autres et il y aura bien d'autres capsules. Je ne vous donne pas de fréquence, hein, sinon de toute façon on ne tient jamais sa fréquence. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine capsule.